Tu vois, à 25 ans, dans une boîte française, on te dit tu veux manager, c'est à partir de 30 ans et on va te donner une personne. Moi, à 25, 26 ans, je manageais 400 personnes. L'année dernière, c'est plus de 1000 étudiants qui ont pu aller à l'école grâce aux ventes de Naï. En fait, c'est ça un entrepreneur. Tu as un projet, tu y crois, et ben t'enfiles ton costume de patron et tu deviens un patron. Tu deviens un expert. Et après, quand tu as les moyens d'embaucher un expert qui est meilleur que toi, tu le fais. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans le premier épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media. Un podcast pour prendre du recul, s'élever et avoir des discussions avec des entrepreneurs hyper intéressants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nadir Tayesh. Tu es un entrepreneur de 33 ans qui a cofondé une des étoiles montantes du monde des compléments alimentaires. Vous l'avez sûrement vu dans Qui veut être mon associé cette année parce que tu as fait un carton. Tu as levé plus de 600 000 avec des entrepreneurs comme Jean-Michel Caram, Kelly Massol ou Jean-Michel Aulas. Donc, tu es le cofondateur de Naali. Ton cofondateur s'appelle Abderrahman. Ok, trop bien. Et donc, tu as lancé un complément alimentaire à base de safran, donc la safranologie. Safranothérapie. Safranothérapie. Ok, trop bien, merci. Mais trop de monde se trompe, donc il y a moyen que je change à un moment donné. Trop bien. Donc tout d'abord merci infiniment d'être ici, c'est trop cool pour moi de t'avoir. La première question que j'aimerais te poser, parce que j'ai fait une petite description Wikipédia de toi là, c'est comment est-ce que toi Une description Wikipédia. Toi tu te décrirais comment à la troisième personne, comme ça si tu te connaissais pas? Déjà merci de me recevoir, moi c'est un plaisir toujours de participer, surtout quand on est à Lyon. Je suis très chauvin, j'aime bien les Lyonnais. Bah carrément. Du coup big up à toi. Moi, j'ai beaucoup de mal à me décrire, mais du coup, j'ai demandé, parce que j'ai déjà fait cet exercice, et j'ai demandé à mes associés et mes amis proches de me décrire. Ils disent que je suis quelqu'un de très solaire. Et j'ai beaucoup d'énergie. Et je suis un soleil quand je rentre dans une salle. Je mets beaucoup d'énergie, je fais très attention aux autres. Et voilà, je pense que ça me représente bien, l'énergie et l'audace, tu vois. Bah t'as le smile qui va avec. Ouais, apparemment. Est-ce qu'on peut dire que dans le duo, c'est un peu comme ça que je l'avais ressenti dans Qui veut être mon associé. Ouais. T'es la personne un peu plus commerciale, un peu plus qui prend les devants, et ton collègue c'est plus la partie technique un peu. Je dirais pas que c'est plus lui le technique, mais en tout cas moi je suis plus extraverti on va dire que lui. Ouais. J'ai beaucoup plus de facilité pour m'exprimer et j'aime beaucoup en fait l'être humain moi, avec un grand H. J'aime beaucoup, je me nourris moi des échanges. Et je suis pas un bon commercial, au contraire, mais je suis un bon... on va dire que j'aime bien, je représente bien, je suis un bon représentant, tu vois, d'une société ou d'une marque, tu vois. Je sais bien représenter et donner les meilleurs aspects de la société. Est-ce que c'est commercial? Peut-être c'est bon CEO, peut-être, tu vois, mais c'est pas vendre un produit, mais c'est vendre et incarner un projet, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression quand même que quand t'as cette passion de ton produit, quand c'est toi qui l'as construit, que c'est ton petit bébé, et que tu comprends vraiment les bienfaits que ça peut avoir, et qu'en même temps t'as cet amour de l'être humain, ça fait de toi quand même un commercial qui est plutôt bon dans ce qu'il fait, pour ton produit à toi. En tout cas, ça te facilite, je pense, les choses pour avoir... En fait, un bon commercial, c'est bien écouter, et il sait du coup trouver les arguments qu'il faut pour convaincre la personne en face. En fait, je veux dire, je suis un bon commercial pour vendre mon projet, pas forcément mes produits. Mais oui, au final est-ce qu'un commercial, il vend des projets? Ça arrive, mais ouais, t'as raison. Ok, très bien. Pour revenir un peu sur ton parcours, je me suis noté, donc tu as fait des études plutôt scientifiques à la base. Ouais. Tu as fait un DUT génie thermique et énergie. Ouais. Ensuite, tu as fait des études d'ingénierie. Ouais. Avant de compléter tout ça quelques années après par un passage à l'EM Lyon pour de l'entrepreneuriat. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, le parcours scolaire, parce qu'il y a des gars qui ont des parcours plus ou moins linéaires, qui veulent dire quelque chose, ou alors qui sont plutôt classiques, disons. Tu le décrirais comment, toi, ton parcours scolaire? Moi, j'ai eu un parcours à râler pâquerette toute ma vie. J'ai jamais été le premier de la classe, je te le dis. Pareil. Je casse un mythe peut-être, tu vois. J'ai eu un parcours à râler pâquerette. J'ai su très tardivement ce que j'aimais faire. Et j'ai jamais su ce que je voulais faire avant... Tu vois, j'ai eu un bac, j'ai pas eu avec mention, tu vois, un bac S. Je suis allé dans les études généralistes, tu vois. Je suis allé faire un DUT génie thermique parce que je me suis dit, j'ai envie de changer le monde depuis le début, en fait. Je me suis dit, l'énergie, on va trouver des nouvelles manières quand même cette ambition derrière. Ouais, tourner vers les autres, tu vois, vraiment. C'était de me dire, je veux faire quelque chose qui ait du sens, tu vois. Donc, je suis parti faire un DUT génie thermique et énergétique. Je me suis dit, ouais, les nouvelles énergies, etc. Enfin, quand je suis allé là-bas, j'ai compris que c'était panneaux photovoltaïques, gaz and oil, tu vois, dans le pétrole ou quoi, ou les machines, tu vois, le front industriel. C'est pas du tout ce qui m'a plu. Et je suis allé faire un DUT parce que je savais que j'étais un fainéant. Pour aller en prépa, c'était mort. Il fallait vraiment être un bosseur. Et je me suis dit, tu sais quoi, je veux faire une école d'ingé, mais je sais pas ce que je veux faire. Et je suis pas un bosseur, donc je vais faire un DUT. Ça m'a pas plu. J'ai pas fini dans les meilleurs. J'ai quand même été pris en école d'ingé. Et quand j'étais en école d'ingé, j'ai pris encore une école d'ingé généraliste, tu vois, parce que je savais toujours pas.
c'est que la dernière année où en fait j'ai kiffé j'ai plutôt découvert que j'aimais bien les chiffres, j'aimais bien la data, j'aimais bien analyser les choses, tu vois, j'aimais bien la gestion de projet. Et je suis rentré chez Amazon en projet de fin d'études, tu vois. Et là, je pense que je me suis découvert quelque chose. Un talent, sur un truc. ingénieur et tout. Sur plutôt la partie, tu vois, gestion de projet, analyse des données, tu vois. Je kiffais matcher les données, comprendre ce qui allait se passer avant les autres et tout. C'était un truc que j'ai kiffé et je l'ai appris très tardivement. On sent que ça t'a marqué quand même ce truc chez Amazon, parce que je me souviens de ton passage donc qui va être mon associé. C'est vraiment un truc Jean-Michel, que tu il mets l'a dit. Non, c'est avant. lui qui l'a dit. Moi, c'est lui qui met en avant. Jean-Michel, il a dit, c'est un as, il a mis les process d'Amazon. Ouais, c'est lui. Moi, j'ai jamais... vrai. Ouais, je le mets pas trop en avant, mais ouais. Ça t'a appris quand même beaucoup. C'est une école incroyable. Tu vois, Amazon, c'est décrié un peu. Ouais. On peut dire du mal d'eux, mais en tout cas, moi, je dis que du bien. J'ai beaucoup appris. Je pense en 5 ans chez eux, j'ai l'impression d'avoir gagné 15 ans d'expérience. Et c'est chez eux que j'ai pris toutes mes munitions pour construire Naali, tu vois. Je pense que c'était la meilleure école pour moi à ce moment-là de ma vie, tu vois. J'ai énormément appris, que ce soit du management. Tu sais, c'est les entreprises à l'américaine. Tu vois, à 25 ans, dans une boîte française, on te dit tu veux manager, c'est à partir de 30 ans et on va te donner à une personne. Moi, à 25, 26 ans, je manageais 400 personnes. C'est impossible dans une boîte française, malheureusement, tu vois, avec le tempérament que l'on a. Ouais, en fait, ils te donnent de la responsabilité tant que tu es capable de l'assumer, ils t'en redonnent jusqu'à ce que ce soit plus possible, tu vois. Et en fait, ils te disent, bah vas-y, teste, ça marche, t'assumes, allez, on t'en redonne. Et j'ai kiffé. Et quand t'as vécu ça, t'as jamais eu envie d'aller faire une expérience, vivre une expérience aux États-Unis, d'avoir un truc là-bas? Parce que du coup, j'imagine que c'est vachement. En fait, moi, j'avais pas des rêves j'ai eu des rêves de voyager, etc. Mais moi, ce que j'avais comme rêve premier qui a primé surtout, c'est pas forcément de voyager, c'était de me dire, tu vois, j'avais envie moi, ce qui m'anime, c'est d'être utile, de me sentir utile autour de moi. Et pas forcément de se dire, je vais me changer le monde, tu vois. Juste d'être utile autour de moi, mes proches, mes parents, ma famille. Et puis, moi, je suis papa aussi, tu vois, de mes filles, etc. Déjà à l'époque j'ai eu ma première fille, ouais. Okay. Quand je me suis lancé, j'avais déjà ma première fille, déjà, ouais. Et en fait, moi, mon objectif, c'était d'être utile et c'est ça qui primait surtout. Et je me sens heureux quand j'essaye d'être utile, en tout cas que mon travail est utile aux autres. Et c'est comme ça, en fait, très vite que je suis parti dans l'entrepreneurevariat, en fait, tu vois. Ouais, carrément. C'était besoin d'être utile. Une super transition, parce que j'ai vu que tu as lancé donc, ta première boîte en 2019. Même avant, même. Sur le... Ah ouais? Ouais, parce qu'on n'a pas parlé sur les réseaux ni quoi. Mais en fait, moi, j'étais chez Amazon en 2015. Ouais. J'ai fait 2015-2016. Ouais. En 2016, j'avais déjà un projet chez Amazon avec la data qui me faisait voir en fait l'avènement du e-commerce. Il prévoyait déjà des volumes monstrueux. Et j'ai déjà appelé Abder en 2016. Je lui ai dit, Abder, j'ai des chiffres de fou devant moi. Il faut qu'on se forme en e-commerce. Et le premier business qu'on a fait, c'est un business de e-commerce sur Amazon. En 2016. On s'est lancé là-dessus. Tu vois. Mais du coup, la paire que vous avez avec Abder, c'est une paire qui marche super bien. Pour tous les projets de ce que j'imagine, tu l'as contacté. Vous vous êtes rencontrés comment vous avez fité avec lui? Abder, c'est une histoire, c'est une vraie rencontre. On s'est rencontrés 2011-2012, entre 2011 et 2012. Sur les bancs de la fac, en fait, on était à Grenoble. J'étais étudiant là-bas, lui aussi. Et on s'est rencontrés, tu sais, les campus, il est petit, on s'est rencontrés. À l'université? À l'université. Et en fait, on ne s'est plus jamais quittés. En fait, on a grave fité. Quand j'ai vu sa tête, je pensais qu'il était d'origine marocaine, tu vois. Il me dit, je suis afghan, j'avais jamais vu d'afghan de ma vie, tu vois. Donc ça a fité. Et lui, il me dit, j'avais l'impression que toi, t'es un afghan. Et non, moi, je suis d'origine marocaine, tu vois. Ok, je capte. Tu vois, il y avait un truc qui s'est créé. Il y avait un truc qui s'est créé tout de suite. Et en fait, on s'est jamais quittés. On a fité, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes ambitions. On est grave différents. Mais en fait, on se retrouve dans nos différences parce que ses forces, c'est mes faiblesses à moi. Et mes faiblesses, et mes forces et ses faiblesses à lui. C'est les meilleurs. Et en fait, c'est incroyable. On est vraiment différents. Et c'est notre différence qui fait notre force, tu vois. Complètement. Mais vraiment. Donc vous êtes lancé en e-commerce en 2016. Ouais. 2019, tu as lancé, reprends-moi sur le nom, Kamiab. Kamiab, ouais, c'est ça. Ok. Déjà sur l'utilisation du safran, c'était quoi cette boîte à l'époque? En fait, c'est la même boîte qu'aujourd'hui. Et cette boîte, elle existe. Exactement. En fait, quand on s'est lancé, parce qu'en fait, on a fait du e-commerce de 2016-17, parce qu'on s'est lancé en 2016, mais c'était de la formation, on se formait, etc. 2017, on a lancé nos premiers produits. Et en fait, quand on est devenu expert en e-commerce, on a compris, on a modélisé, on a lancé plein de boutiques, que ce soit sur Amazon, on a lancé des marques, etc. Et on était tous en poste, chacun travaillait aux quatre coins du monde, parce qu'en fait, il n'y avait pas que Abder, on est 4 associés, nous. Il y a 2 qui sont visibles, 2 les hommes de l'ombre, tu vois, qui ne sont jamais visibles. Mais parce Ils font quoi donc, il y en a un de mes associés, c'est un expert en e-commerce, c'est le CMO de la boîte. C'est vraiment lui qui est aux manettes en fait, de toutes les campagnes et de toute la stratégie media buying, tu vois. Et un autre, en fait, c'est vraiment le chef de projet global de la boîte.
ultra organisé, il a géré la finance au démarrage, aujourd'hui il fait d'autres choses, mais voilà, c'est incroyable. On a un quatuor, ouais. un quatuor ultra connecté et ultra différent, mais ultra complémentaire. Et on s'était lancé ensemble. Et en fait, en 2019, on s'est dit, Abder, moi déjà en 2015, il me parlait déjà, on était étudiants, il me parlait déjà du safran, il me disait, je suis parti dans mon pays d'origine, je suis tombé amoureux du safran, je pense que le safran afghan, il peut vraiment aider la population à se reconstruire, les gens ils sont fiers de cela, on connaît ça depuis des millénaires dans mon pays, c'est pas connu en Occident, c'est très connu en Orient, c'est utilisé dans la médecine chinoise, etc. Et en fait, il dit, comment on pourrait les aider en 2015, mais on n'avait pas les épaules, et en 2019, on s'est dit, on va lancer Camiab, on est des experts en e-commerce, on va vendre du safran. Et pendant 1 an, avant de le vendre, parce que c'était en 2019, c'était de comprendre qu'est-ce que c'est un bon safran d'un mauvais safran. Parce qu'il y en a plein dans le monde. Et en fait, on est parti sur tous ces tests-là, bactériologiques, microbiologiques, pour comprendre ce que c'est un bon, un mauvais safran, sourcer le bon safran. Et quand on a fait ça, c'est en 2020, on a créé la société Camiab. Et Camiab, c'est un terme perse qui veut dire rare et espoir. C'est un terme perse qui veut dire ces deux choses. Parce que le safran, c'est l'épice la plus rare du monde et qui est un vecteur d'espoir pour cette population en difficulté. Donc, on a kiffé le nom. Et on a commencé à lancer Camiab, le safran de l'espoir. Et c'était juste vendre du safran, tu vois, à des chefs étoilés et tout. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que, en fait, on ne peut pas vendre le safran comme ça parce qu'il n'est pas utilisé dans la culture française. On est né en France, on est français, tu vois. J'achète du safran, mais ok, j'en fais quoi? C'est exactement ce qu'on a fait. Tu vois ce qu'on a fait? Ouais. On a fait une campagne de crowdfunding sur Ulule. On peut retrouver une vidéo, on est des gamins dessus. Franchement, j'ai honte de ouf, elle est encore en ligne. T'avais la barre déjà ou même pas? Non, j'avais rien du tout. On était tout cuss. J'avais 30 kilos en moins, Abder aussi. C'était incroyable, tu vois. Il n'y avait pas de... Bref, et en fait, quand on a fait une campagne de crowd, on a vendu un peu. On a vendu peut-être 400, 500 fioles de safran de 1 gramme. Et en fait, on voyait que les gens, on avait fait un site de e-com, on faisait des pubs, ça marchait pas. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, en fait, on est des ingés, on a eu une expérience particulière. C'est là où on est retourné sur les bancs de la fac à l'EM Lyon pour comprendre comment monter un business plan, un business model, pitcher, etc. Et à ce moment-là, en fait, on s'est dit, mais en fait, merde, on a appelé les clients. Et on s'est retrouvé à appeler un fichier de clients. Bonjour, vous avez acheté mon safran il y a quelques mois, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ben en fait, il est trop bien. Ok, mais vous l'avez utilisé depuis? Non, je ne l'ai pas utilisé. Pourquoi? J'attends la bonne occasion. Ah, ok. Et c'est quoi la bonne occasion? Quand j'aurai des invités. Mais ça fait 8 mois que vous l'avez acheté, vous n'avez pas eu la bonne occasion? À ce moment-là, c'était comment l'utilisation que vous conseillez? Des cuisines, on faisait des petits livrets, etc. Tu sais, quand tu achètes du safran, généralement, c'est tu te fais des infusions, tu te fais des cuisines. Bref, tu achètes du safran, tu sais l'utiliser en réalité, tu vois. Et en fait, les personnes me disent, j'attends d'avoir la bonne occasion pour l'utiliser. La bonne occasion, ça serait quand j'aurai invité des amis. Mais du coup, en 8 mois, est-ce que tu n'as jamais invité d'amis? Elle me dit, si. Mais c'est quoi en fait le plat que tu as fait? Et elle me dit, ouais, c'est vrai, je connais pas en fait, je sais pas cuisiner à base de safran, mais en tout cas, la qualité, elle est incroyable. Là, on s'est dit, merde, tout le monde connaît le safran. Personne connaît la manière dans laquelle on doit l'utiliser. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est quoi les basics du e-commerce? Le e-commerce, tu veux performer en e-com, il faut que tu règles des problèmes. Et du coup, quels sont les problèmes que le safran règle ou auxquels répond? Et en fait, c'est les vertus thérapeutiques du safran qui répondent aux problématiques des Français, même de manière générale au monde entier. Et là, on a fait le switch, on a pivoté. La société, elle s'appelait toujours Camiab, mais on a créé la marque Naali et la safranothérapie, le bien-être par le safran, tu vois. Et on est parti sur 3 ans d'R&D. Rebelote, on est reparti de zéro. Vous êtes passé comment en R&D? Qui vous a aidé? Comment ça se crée un produit comme ça? Surtout, c'est quoi le premier produit que vous avez créé sur la safran? Déjà, on a compris qu'il ne fallait pas broyer du safran et l'ingérer tel quel pour dire j'ai tel et tel bienfait. Ouais. On est dans le domaine de la santé, et Dieu merci, heureusement, il y a de la réglementation à suivre. En fait, on a dû développer notre procédé d'extraction moléculaire du safran. Donc, c'est très technique. Il y a une centaine de molécules dans le safran. Tu as fait génie thermique? Ouais, grave. Surtout l'école d'ingé. Hein. Mais du coup, il y a une centaine de molécules dans le safran. Il y en a 3 qui sont principalement intéressantes à isoler. Et donc, les études cliniques montrent des effets sur la santé mentale, sur le stress, donc l'anxiété jusqu'à la dépression. D'autres sur le syndrome prémenstruel, la digestion. Bref, c'est une grande plante protectrice. Donc, on a dû développer notre procédé d'extraction moléculaire du safran et développer notre première formule de complément alimentaire qui est la gomme anti-stress, la boîte orange que tout le monde connaît aujourd'hui. Et ça nous a pris presque 3 ans. Et nous, on n'est pas des ingénieurs en biochimie, on n'est pas des docteurs en biochimie. Voilà. Et donc, en fait, très vite, on s'est dit, mais il faut qu'on s'entoure. Et donc, on a construit un comité scientifique pour qu'il nous aide à développer tout ça. Et en fait, à l'audace, j'ai pris une base de mail d'une centaine de médecins à travers la France. J'explique mon projet. Bonjour, je suis un jeune entrepreneur. On a un safran qui est une source d'espoir pour une population qui est en difficulté. Notre safran, il permet,
de réduire la culture du pain à opium, 2, d'apporter une action à l'éducation aux femmes. On veut vraiment construire quelque chose qui soit utile à un maximum de monde. Aidez-nous à valoriser le safran. Et on a reçu 4 réponses positives d'une docteure en biochimie qui est experte en safran. Il y a 15 ans, elle a développé le premier brevet d'extraction moléculaire du safran au monde. C'est genre la personne. Dinguerie. Tu pouvais pas rêver. Tu peux chercher, il n'y a pas de docteur en safran. Tu vois, Ouais. Dingue. Deuxième, l'un des plus grands phytothérapeutes de France, c'est la phytothérapie, c'est l'association des plantes et les bienfaits des plantes. Dinguerie aussi. Et il a monté une école de phytothérapie, c'est un médecin. Et Serge Michalet, un docteur en pharmacognésie incroyable, et une naturopathe, Nadia. Et en fait, ces 4, on a monté nos Avengers pour développer notre procédé d'extraction moléculaire de safran, pour développer nos formules et faire en sorte qu'elles fonctionnent. Et là, on a lancé notre premier produit et on a développé la safranothérapie. Ça a pris 3 ans, tu vois. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait de la thune. On ne savait pas comment faire. Moi, je pensais que le premier business plan, c'était 50 000 euros. Je pensais qu'avec 50 000 euros, on allait faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. 3 ans après, on a levé 1 million. On n'avait toujours pas fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Parce que la R&D, ça a coûté cher. Les erreurs ont coûté cher, tu vois. Et donc là, on a compris qu'on rentrait dans une nouvelle dimension, tu vois. Le business, c'est... Si tu veux construire quelque chose de grand, il faut construire des bases solides. Et les bases solides, ça coûte cher. Parce que là, aujourd'hui, tu as parlé des gummies, vous faites aussi du collagène. Je Ouais. notais des prébiotiques. Vous avez combien de produits On a une dizaine de produits aujourd'hui. Ok. Et le best-seller, c'est On a 3 best-sellers aujourd'hui qui se tirent la bourre, mais le premier, c'est les gommes anti-stress. Ouais. Ensuite, le deuxième, c'est le produit qu'on a fait pour les enfants qui sont agités, qui ont un trouble de la concentration ou qui ont un TDAH, donc un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on a le collagène aussi, un collagène marin, un type 2 avec du safran. C'est une formule complètement innovante. Et le produit cheveux qui vient de sortir là récemment et qui fonctionne plutôt bien. Et donc ça, c'est les produits principaux, c'est les best-sellers, ils se vendent vraiment bien parce qu'ils sont efficaces. Et en fait, nous, notre marque, l'histoire de la safranothérapie, c'est que le safran, il est connu comme étant un puissant neurorelaxant, tu vois, et un neurostimulant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on part du principe que y a une étude qui montre qu'une consultation sur 2 dans le monde, la cause primaire de cette consultation, ou du mot pour lequel tu vas consulter, eh ben, c'est le stress, c'est la santé mentale. Et si tu ne règles pas ta santé mentale, en réalité, tu ne règles pas la racine en fait, de ton problème. Et je te donne un exemple. Tu es dans une forêt, tu fais face à un ours, et en fait, tu as un pic de stress qui te fait que tu peux te sauver, tu vois. Maintenant, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se dit généralement, quand tu es stressé, tu es pâle, tu deviens tout pâle. En fait, le corps, il redirige le sang vers les organes primaires pour te protéger. Et donc du coup, il met des fonctions de ton corps en zone secondaire, donc il les met en stand-by. Maintenant, on revient dans ta vie normale. On dit que l'ours, c'est tes factures trop importantes, tu ne sais pas comment les régler. Tu as un patron narcissique. Tu commences à avoir des difficultés dans ta famille, c'est compliqué, tu ne sais pas où trouver ta place. Bref, tu as des craintes. Quand le stress devient récurrent, ton corps met des parties en pause de ton corps. Tu peux avoir des problématiques de digestion, tu peux avoir des problématiques de perte de cheveux, de poussée d'acné, tu peux avoir énormément de problèmes. Et donc on dit que le safran, il vient régler la cause principale qui est le stress, et on vient mettre d'autres ingrédients pour soutenir justement le bienfait qu'on veut aller chercher. Par exemple, de produits syndrome prémenstruel, on a mis un combo par exemple de 3 produits, le stress, du coup avec le safran, mais on vient chercher aussi le côté antioxydant, anti-inflammatoire, etc., etc. Et c'est ça en fait la safranothérapie, tu vois. Quand toi, tu as tout ça en tête, Ouais. toutes ces idées, tu sais les bienfaits, les bénéfices que ça a, les premiers tests que tu fais, etc., comment est-ce que tu arrives, parce que pour moi c'est un truc, c'est tellement poussé que à avoir la preuve de résultat, de te dire ok, ce produit là il est prêt, je sais que les bénéfices que je vais annoncer, parce que c'est des bénéfices de fou en vrai que tu proposes, c'est des promesses qui sont folles, qui sont hyper intéressantes et qui peuvent aider beaucoup de personnes. Comment est-ce que tu es sûr que ok, tu balances ce produit, ça va aider telle ou telle personne? En fait, dans la formulation, il y a des techniques. Tu ne lances pas des choses qui ne sont pas connues par la science. Tu as des bases de données et tu vas regarder quels sont les essais cliniques qui sont faits. Les essais cliniques sont à disposition. Et tu regardes les essais cliniques et tu te dis, ok, je vais utiliser telle et telle plante avec tel et tel dosage moléculaire et je vais l'associer avec mon safran. Quand je connais en fait les teneurs moléculaires et je vais les associer et ça va fonctionner, tu vois. Et c'est ça en fait la phytothérapie, tu vois. Et nous aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin et on investit énormément là-dedans. 1, on est en train de développer une famille de brevets, ça nous coûte extrêmement cher. Et 2, on va aller plus loin, on est en train de faire des études précliniques sur nos produits. Donc c'est la démarche plus. C'est-à-dire que c'est une tu vas aller comme pour des médicaments classiques. Voilà, exactement. En
En fait, tu vas aller prouver ce que tu dis, tu vois, mais d'une manière bien plus poussée et d'une manière que les autres n'ont pas fait, tu vois. Mais moi, au démarrage en 2019, mais dinguerie, mais impossible, j'y pense. En fait, ça se construit. Là, ce que je suis en train de te dire, mon discours et tout, ça te paraît fou, ça te paraît bien construit, mais j'étais à 1000 lieues de m'imaginer ça. Tu sais, nous, quand on vendait du safran au début, quand on s'est lancé, j'avais du safran. Abder, il avait du safran comme ça, il allait voir les chefs, il disait voilà, vous voulez pas du safran? On a l'impression qu'on vendait de la drogue. Je te jure. Et on a commencé comme ça. Et en fait, ça se développe, quoi. En fait, tu vois, l'adage, les montagnes sont faites de petites pierres. En fait, quand tu es entrepreneur, tu es expert dans rien, mais tu n'as pas les moyens de recruter des experts pour développer le truc. Donc, en fait, tu n'as pas le choix que de devenir un expert dans le domaine où tu souhaites aller. Tu te documentes. Tu lis tout ce qu'il y a. Tu te documentes sur tout. Tu passes ta nuit, il n'y avait pas de chat GPT. Tu lis, tu te documentes, tu lis, tu te documentes, tu testes. Ça ne marche pas. Tu reviens. Tu lis, tu te documentes. Et tu deviens un expert. Maintenant, moi, au début, j'étais pas du tout quelqu'un du complément alimentaire, etc. Viens me prendre au dépourvu sur le marché du complément alimentaire, j'aimerais bien. Alors que je ne suis pas du domaine de base, mais je suis devenu un expert, tu vois. En fait, c'est ça un entrepreneur. Tu as un projet, tu y crois, et ben t'enfiles ton costume. C'est cette vision t'enfiles ton costume de patron et tu deviens un patron. Ouais. Tu deviens un expert. Et après, quand tu as les moyens d'embaucher un expert qui est meilleur que toi, tu le fais. Mais au début, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de thune, tu n'as rien. Personne ne croit en toi. Bah, tu deviens l'expert. Puis c'est tout cet apprentissage couplé à cette forme de vision passion que tu avais de ton produit qui a aussi permis aux personnes qui vous ont rejoint et qui elles étaient des experts de croire en vous et de vous aider sur cette partie-là. Les gens me disent souvent comment tu as fait pour attirer des gens comme ça, etc. Déjà, moi je viens d'une famille très modeste, j'ai personne qui est entrepreneur autour de moi, j'avais pas de réseau, j'avais Walou de chez Walou. Et donc les gens, je me suis rendu compte comment on lève des fonds, comment on attire ce genre de personnes. Les gens, ils investissent pas sur. T'as beau avoir le plus beau projet du monde, les gens, ils vont pas investir pour le projet, ils vont investir pour ta personne, ce que tu incarnes, comment tu portes ton projet, comment t'en parles. Moi, aujourd'hui, les gens, ils voient que je suis grave engagé. Ils voient que je maîtrise mon truc. Ils voient aussi que j'ai une vision. Ils voient que j'ai les pieds sur terre, tu vois. Et en fait, j'arrive à fédérer autour de mon projet. Et ben, c'est tous ces indicateurs qui font que les gens, ils me font confiance. Tu vois. Moi, j'ai vu des gens, tu vois, ils viennent, ils me parlent du projet, ouais. Mais en fait, tu me donnes même pas envie. C'est pas possible, tu vois. En fait, moi, j'anime. Enfin, le truc, il m'anime tellement, les gens le voient et en fait, ils me disent, ben, c'est bon, en fait. Tu sais, mon argent, il est en sécurité, tu vois. Le mec, je sais qu'il va se donner. Et en fait, c'est ça. Et on oublie souvent ça. On va revenir sur ta passion juste après parce que c'est lié à un sujet que j'aimerais aborder un peu après sur Qui va être monsieur parce que j'ai trouvé votre prestation juste fabuleuse et notamment la tienne. Avant ça, tu parlais d'une première levée et de toi qui disais ok, on va faire 1 million avec 50 000, etc. Le premier obstacle, vous qui s'est mis sur votre chemin et qui t'a empêché d'avoir ce million rapidement. Le Covid. Non, mais c'est la vrai. Classique. Le classique. En fait, non, je pense pas que c'est pas ça qui m'a empêché d'avoir le premier million. Parce qu'aujourd'hui, on rappelle, vous êtes à combien de CA ? On va dépasser les 16 millions cette année, tu vois. Félicitations. 2025. Merci. On projette de faire ça. Donc c'est une dinguerie. J'aurais jamais imaginé. Dans mon prévisionnel le plus fou, j'ai jamais écrit ça de ma vie. À l'époque, j'écrivais 3 millions. Je savais même pas ce que c'était. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je regardais. C'était des chiffres sur un Excel, tu vois. Et aujourd'hui, on le vit, c'est une dinguerie. Et je comprends mieux les phrases des anciens, tu vois, ou des grands patrons qui me disaient, tu verras, le premier million, c'est le plus dur. Après, tu sais que je le comprends, la vérité. Mais ils ont raison de ouf. Mais pourquoi alors ? Parce que du coup, une fois que tu as ton premier million, il y a en fait, c'est mécanique, de ouf. Ça va tout seul. Ouais. Nous, le premier million, je pense que j'ai fini à l'hôpital déjà. J'étais fatigué, j'étais au bout de ma vie. Et quand il est passé, eh ben, le deuxième, il s'est enchaîné. Le troisième, le quatrième, j'ai rien compris. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Au début, je me suis dit, mais en fait, ils abusent. Le premier million, c'est le plus dur et personne ne saura le faire à ta place. Tu peux pas déléguer ton premier million. C'est pas possible. Et j'ai compris parce que j'ai essayé de le déléguer et ça n'a pas marché. J'ai failli mourir. Enfin, la boîte, elle a failli mourir plusieurs fois. Et les mêmes prestataires qui m'ont failli mourir, enfin, qui m'ont failli me tuer à cette époque-là, aujourd'hui, elles reviennent, elles me disent, t'as raison, en fait, le premier million, il est impossible à faire. Très dur, en tout cas pour les agences. Comment elle a failli mourir ta boîte ? Il n'y a plus de boîte, j'ai plus de cash, j'ai fait des investissements qui n'étaient pas bons. Déjà, quand on s'est lancé, nous, en plein, je te le dis, hein, je revenais sur ta première question, mais nous, on s'est lancé, premier produit, s'est lancé en 2022, il y avait la mise à jour de l'iOS 14, c'était plus les mêmes codes. Moi, tout ce que j'avais appris en e-com, c'était mort, c'était dead. L'iOS, tout le monde galérait à ce moment-là. Ouais. iOS 14, ça a flingué toutes les marques qui venaient de se lancer. Et nous, on était cuits. Tout ce qui avait fonctionné avant, ça marchait plus, donc il n'y avait plus de mise à jour, tu vois, de comment on fait. Donc après, il fallait tester de la créa. Donc on testait, rien qui marchait. On a testé,
tous les UGC du monde. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'UGC en France encore. Le seul truc qui a marché, à un moment donné, au bout d'1 an, on a failli mourir. J'en ai acheté un iPhone 14. Et je commençais à me montrer moi. Bonjour, je m'appelle Nadir, je suis cofondateur de trucs. Et là, ça commençait à scaler, tu vois. Trois sujets qui ont fait que ça a commencé à fonctionner. Un, notre taux de conversion sur notre site web, il n'était pas bon. Notre positionnement n'était pas bon. Et on ne comprenait pas. En fait, on parlait de Safran, on parlait d'impact en Afghanistan. Les gens ne savaient plus si on était une association ou pas. On a assumé, on a fait une refonte du site web nous-mêmes. Alors qu'avant, on avait payé une agence à 27 000 € pour faire notre site web. Il était gaze. Moi, je dis gaze, on faisait un taux de conversion un peu. Ouais, 1%, 1,2%. Ouais. Mais vraiment, hein, c'était nul. Mon associé, il a dit, tu sais quoi, je refais il fait une refonte, on change le positionnement. Et là, on voit que le taux de conversion, il passe à 2. On refait un test, il passe à 2,5. Après, on passe à 3,20. Là, on se dit, on est au-dessus du benchmark, on est bien. Après, la deuxième chose, c'est les taux de clics. Les taux de clics. Les gens ne cliquaient pas sur les pubs. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas sur les pubs, tu vois. On avait beau mettre tous les personnages possibles, tu vois, tous les personas possibles, ça ne marchait pas. Ça, c'était la deuxième chose qu'il fallait changer. On a pris mon téléphone, on m'a acheté un iPhone et un trépied et j'ai commencé à faire mes ads moi-même. Bonjour, je m'appelle Nadir, nanana. Et là, en fait, on a des bons taux de clics, on avait un bon taux de conversion et c'est comme ça qu'on allait chercher c'est pas comme ça qu'on allait chercher le premier million. Et ensuite, on n'avait qu'un seul produit parce que quand on s'est lancé en 2022, on avait développé que la gomme anti-stress. On a développé une profondeur de gamme. Donc, on a sorti le collagène, on a sorti des produits de digestion, produits syndrome prémenstruel. On a fait une profondeur de gamme qui a augmenté le panier moyen parce que c'était un problème aussi. Donc, en augmentant le panier moyen, le taux de conversion, le positionnement et en améliorant les taux de clic, on allait chercher notre 1,5 million sur l'année 2023, tu vois. Bah, félicitations. C'était très simple. Il n'y a pas de baguette magique, tu vois. Il y a un engagement, et j'y reviens parce que tu l'as abordé très légèrement tout à l'heure, que vous avez exprimé à la télé, et c'est un truc que je pense que j'ai envie d'aborder avec toi et qui est important pour vous. C'est cet engagement auprès des femmes afghanes. Est-ce que tu peux me parler un peu de quelle place ça a dans Naali, tout ça? C'est une place centrale. Nous, notre projet, il a commencé par ça en réalité. Nous, la base, comme je t'ai dit, ce qui nous a permis de se réunir autour de ça avec Abder, on a vraiment envie d'être utile, tu vois. Moi, j'avais eu ma première fille, lui aussi. On s'est dit, mais comment on peut... En fait, j'aimerais bien que mes enfants, ils se disent, tu vois, et que moi, je sois fier de leur dire, regarde papa ce qu'il fait, tu vois. Autour de moi, j'essaie d'être un bon père, mais j'essaie aussi d'être une bonne personne autour, tu vois. Montrer une image de la France aussi qui est particulière, pleine d'espoir. Le monde, il a besoin d'espoir. Et c'est en changeant nous, en changeant nos proches, en réalité, c'est un cycle qui fait que tu changes le monde. C'est en commençant par te changer toi-même et tes proches. Et après, c'est un effet boule de neige, tu vois. Et donc, dans cette ambition, Abdelrahman, il m'a parlé de l'Afghanistan depuis le début. Abdelrahman, il a un ancrage fort avec son pays d'origine. Il m'a beaucoup touché depuis qu'on est étudiant. Il m'en parle souvent. Tous les 2 ans, il faisait des allers-retours dans son pays d'origine. Il voyait aucune amélioration. C'est un pays où, imagine-toi, plus de 3 ou 4 générations n'ont connu que la guerre. Ça veut dire que son père n'a connu que la guerre, lui n'a connu que la guerre, son grand-père n'a connu que la guerre. C'est fou. Et en fait, la personne, elle se lève, elle se dit, j'ai pas d'avenir. Je connais que la guerre, des attentats, du terrorisme, du narcotrafic. Comment tu veux vivre dans ce pays, tu vois? Et en fait, c'est grave parce que son père, il a quand même connu. Son père, Abdelrahman, il a eu la dernière subvention, la bourse d'études du lycée français de Kaboul pour venir faire ses études en France. Et du coup, son père, il a toujours eu... Il a fait un doctorat en mathématiques, etc. ici. Il était au lycée du Parc à Lyon, tu vois, donc c'est une tête. C'est un parcours inspirant. Et donc, il a toujours inculqué à son fils, bah, tu sais quoi, on a un pays qui est riche par ses hommes et par ses femmes, une culture qui est très, très, très belle. Kaboul, on l'appelait la mini-Paris dans les années 60. C'est extrêmement beau. Et comment on peut rentrer chez nous et reconstruire le pays et redonner une bonne dynamique. Ils sont retournés chez eux en 90. Et en fait, la guerre, elle a redémarré. Ils sont revenus pour fuir la guerre et sauver sa famille. Et il a gardé ça en tête. Et quand il a gardé ça en tête, eh ben, ça a trotté dans sa tête comment lui, il pourrait redonner, etc. Et en fait, le safran, il a sonné comme une évidence. Et quand il m'en a parlé, je me suis dit, en fait, ouais, là, tu vois, ça me motive. Et je me dis qu'on peut aider des hommes et des femmes à aller beaucoup mieux à travers le monde. De l'autre côté, mais en fait, le safran aussi, il aide contre le mal du siècle ici en Europe, qui est le trouble de santé mentale. On n'a jamais autant parlé de dépression, de stress, de burn-out, etc. Tu vois. Et en fait, on se dit, mais Eureka, cette épice, elle fait le pont entre 2 civilisations qui ont des problèmes différents. Et en fait, on s'est dit, on ne peut pas adresser tous les mots. On va se concentrer sur un, c'est de permettre de donner un accès à l'éducation aux femmes afghanes. Et on a signé un partenariat avec l'école qui s'appelle Code to Inspire.
qui est une école de développement informatique, de blockchain, de marketing. Et en fait, nous, on a des métiers d'avenir. Des métiers d'avenir. Et en fait, on a créé un business model qui n'existe pas. C'est-à-dire, tu as vu mes boîtes anti-stress ? On a inclus des heures de scolarité comme si c'était un actif dans les coûts de revient de mes produits, comme si c'était des minéraux. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Mon business model, il fonctionne tout seul. Une boîte vendue, ça fait des heures de scolarité. L'année dernière, imagine-toi, on n'a pas attendu d'être rentable pour pouvoir faire quelque chose de bien et avoir un impact. L'année dernière, c'est plus de 1000 étudiants qui ont pu aller à l'école grâce aux ventes de Naï. Pourtant, on n'est pas Danone. En fait, on montre à tout le monde qu'on peut être une boîte incroyable, qu'on peut être rentable et qu'on peut avoir de l'impact dès le début, tu vois. Et de l'autre côté, ici, on change la vie de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes qui nous disent merci. C'est du win-win. Mais merci d'avoir rendu notre vie possible comme ça. Mais moi, je ne m'y attendais pas. Deuxième chose, on recycle notre carton. On est tout petit, on fait l'effort de recycler. On a recyclé 7 tonnes de carton l'année dernière. Troisième chose, 28 personnes en situation de handicap qui travaillent pour nous dans le conditionnement de nos produits. Mais c'est une fierté, c'est comme ça qu'on change le monde, tu vois. En fait, tu montres que c'est possible. Tu fais du business, tu fais du bon marketing, tu fais du bon e-com, mais tu fais les choses bien, tu vois. Et c'est possible, tu vois. Et là, on est en train de se structurer pour accélérer l'impact encore plus, tu vois. Et bah, franchement, bravo pour tout ça. Merci. Hyper inspirant. On va avancer un petit peu parce que tu as des impératifs juste après. Il y a un aspect, juste avant de parler de qui veut être mon associé, que je voulais aborder, c'est Jean-Michel Aulas. La grande chose qui s'est passée quand vous avez fait qui veut être mon associé, c'est que vous avez ramené Jean-Michel Aulas. Moi, je suis lyonnais comme toi, icône lyonnaise, le boss. Comment est-ce que votre relation avec lui elle s'est développée ? Ça vient d'où ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, Jean-Michel, c'est quelqu'un, c'est une bonne personne, vraiment. On a eu la chance de le rencontrer. Nous, on était dans un incubateur qui faisait le lien entre l'association l'EM Lyon et Sport dans la ville. Okay. Donc, c'est Entrepreneurs dans la ville. Ils ont créé un programme et on faisait du coup entre l'EM et cet asso. Et en fait, il y avait un concours une fois qui faisait que les entrepreneurs qui étaient dans une promo, s'ils ramenaient qui parrainait le plus d'entrepreneurs pour la prochaine promo, il gagnait un dîner avec Jean-Michel Aulas. Nous, on s'est donné avec Abder, on a ramené Vlad du Monde et on a gagné un dîner avec lui. Trop fort. Tout simplement. Et donc, on a gagné un dîner avec lui, un déjeuner plutôt, et on va le voir, et en fait, juste on l'écoute. Donne-nous des conseils. Et on a kiffé, on n'a pas demandé d'argent, on a juste voulu, raconte-nous ta vie. Parce qu'en fait, les gens, quand ils vont le voir, je pense, ils lui demandent toujours du cash ou quoi, tu vois. Nous, ce qui nous intéresse sincèrement, c'est le conseil. Parce que c'est Gide, parce que l'Olympique Lyonnais pendant des années. C'est un entrepreneur de ouf, il est trop inspirant. C'est... En fait, déjà de pouvoir parler avec lui, mais c'est incroyable, tu vois. Tu vois, en tête à tête. Et 1 an après, on lui envoie un message et on se re-rencontre. Et en fait, il kiffe la démarche. Et lui-même, il dit, et je vois sur sa table, il avait pris plein de notes sur Nali. Lui-même, il avait fait le travail. C'est pas nous qui lui avons demandé. Il a dit, mais vas-y, go, je viens, j'investis. Il nous a même dit, il m'a dit une phrase, ça m'a choqué, il m'a dit, je vous fais un chèque de 200 000 € et à la confiance, on verra comment on fait pour s'arranger. Putain. Mais c'est une dinguerie. Ouais, c'est fort. Mais il croit de fou dans votre projet. Mais c'est une dinguerie, tu vois. Il a dit, les gars, vous avez tout. Vous avez la tête bien faite, vous avez les épaules pour ça, vous réfléchissez bien, vous êtes bien entouré, vous avez fédéré autour de votre projet. Moi, je kiffe votre truc. Il me disait, vous êtes un peu un rayon de soleil. Il kiffe, il vient au bureau, à Lyon 8, tu vois. On l'appelle, du coup c'était logique qu'on l'appelle. On lui a dit Jean-Michel, on va là qui veut être mon associé. Est-ce que tu nous ferais l'honneur de venir avec nous ? Je pense que ça va être une dinguerie. Mais en même temps, c'était stratégique aussi. Le fait de le ramener dans qui veut être mon associé, juste valeur, après le pitch, de fou. C'était pour calmer les investisseurs pour pas qu'ils me sortent des dingueries aussi. Tu vois. Ok, je capte. T'as compris ? Mais tu verras l'ordre, c'est on pitch, on s'est donné pour le pitch. Ouais. Ils ont kiffé le pitch, mais ils allaient nous saucer, c'est sûr, parce que c'est leur rôle. Ils allaient nous allumer. J'attendais. Je me rappelle de ma phrase, c'était j'attendais, j'ai dit attendez, avant de passer à table avec vous, parce qu'on est prêt à passer à table avec vous, c'était une manière de leur dire t'inquiète, on est chaud. On a quelqu'un avec nous, et sa parole aujourd'hui, elle vaut 10 000 pitchs. Et là, on fait rentrer Jean-Michel Aulas. Ça met tout le monde d'accord. Ce mec-là, c'est un boss de l'entrepreneuriat. S'il est rentré avec eux, c'est qu'ils sont chauds. Et donc, ça donne une légitimité tout de suite de ouf, tu vois. Puis vous, M6, du coup, vous les prévenez, ils sont chauds direct. Ouais, M6, c'est une longue histoire, mais ouais. M6, il y a plein d'étapes avant de passer à l'émission. Ouais. Plein d'étapes, c'est pas facile. Hein. Ouais. Nous, pour te dire, ça fait 4 ans qu'on postule, qu'on est refusé. Ouais. Tu vois, les gens, ils disent, j'ai vu quelques critiques sur les réseaux, ça dit, Naï, ils sont trop grands, pourquoi ils passent là ? Nous, ça fait 4 ans, depuis le démarrage, hein, je postule à cette émission. Il faut être résilient, et puis quand c'est le moment, il faut pas, tu vois, t'as l'opportunité, il faut y aller. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait, tu vois.
Donc 4 ans. Donc on n'allait pas la rater celle-là. Tu vois, c'était la dernière, la première et la dernière. Et en fait, il fallait être présent, il fallait tout donner, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. Complètement. Et c'était stratégique complet. Et oui, je revenais, j'avais oublié, j'avais perdu le fil, mais il y a plus de 7 étapes et on les appelle quand on est à la dernière étape. Parce que tu n'es jamais sûr de passer en fait sur le plateau. Ouais. Ils te disent, ok, tu as passé toutes les étapes, mais tu n'es jamais sûr de passer en plateau. Ouais. Nous, on voulait être sûr de passer. La manière d'être sûr, c'est on leur dit, on ramène au LAS. Bah oui. Et, parce que eux, et là, ils nous donnent une date directe, tu vois. Tu m'étonnes. Donc c'était ouf. Tu m'étonnes. Faut être malin quand tu es entrepreneur, c'est important. Sur le qui veut être mon associé. Oui. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que votre préparation. C'est qui t'a frappé, dis-moi. Tu vas aller le mêler avec moi. Non, votre préparation, pour moi, elle était excellente. Je vais te le dire, c'est pas pour faire des faux compliments ou quoi, vraiment, je l'ai trouvée excellente. C'est une des présentations que j'ai trouvé la plus maîtrisée, peut-être avec The Smilist. Comment est-ce que toi, tu as préparé ce passage dans l'émission ? J'imagine que ton pitch, tu l'as depuis des années, vu que ça fait 4 ans que tu fais ça. Comment est-ce que, sur tous les aspects, tu veux être incollable ? Tu veux la version marketing ou tu veux la vraie version ? La vraie version. Comme ça peut aider aussi les personnes, qui, même si c'est pas qui veut être mon associé, pour aider pour les pitchs. Quoi. La vraie version, c'est que le tournage, il se fait en octobre. Et pour tous ceux qui font du e-commerce, ils savent qu'octobre, t'es dans Q4. Donc on était sous l'eau. Quand je te dis sous l'eau, c'était l'entrée de Q4, tu avais tout le planning à faire. Et en fait, nous, on était dans notre période de rush où tu fais 50% de ton CA. Ouais. Et donc, le tournage, il se fait à ce moment-là. Tu imagines la dinguerie. Donc, on était sursollicité en ce moment-là. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer notre pitch. On a tellement peu eu de temps qu'en fait, on a décidé d'y aller en voiture avec Abder. Il y a des équipes qui montent aussi parce que tu dois monter ta scène avec toi, donc toute la déco, etc. Donc, on a dit aux équipes, vous montez dans une voiture, vous, avec la scène. Et Abder et moi, on monte tout seul en voiture. Et du coup, vous avez préparé En fait, du coup, tu te dis, j'ai 5 heures de route. J'ai jamais préparé un pitch pendant 5 heures. C'est long, 5 heures. Ouais. Préparer un pitch pendant 5 heures, c'est énorme. Et en fait, on a fait tout le trajet. On n'a fait que de répéter notre pitch, de le préparer. Et on s'est filmé tout le long. Et tu nous vois comme ça. Et en fait, c'était 1 minute 30. Et donc, même les temps de pause étaient calculés. Et donc, on les a préparés sur la route. Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire ? Je pense que nous, avec Abder, on travaille beaucoup sur avec la pression. Et notre idée depuis le début, c'était d'y aller. C'est simple. Hein. On y va, on arrache tout. Il n'y a aucun qui nous dit non. C'était ça notre ambition. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Je Exactement. spoil un peu, mais c'est vrai. C'était hors de question que quelqu'un nous dise non. Donc, quels sont nos angles morts ? On se partageait. Question business, c'est moi. Question impact, c'est Abder. On s'est déjà réparti qui répond à quoi et on se fait confiance. On sait que tout le monde que chacun, dans quel domaine chacun est le meilleur, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Et comme c'est ton bébé, tu connais tes chiffres. L'objectif, c'est de raconter ce qui se fait. Et on était sûr de nous parce qu'on... Mais c'est sur l'histoire. En fait, on s'est donné. Ça fait 5 piges qu'on se donne. Ouais. On ne se réveille pas depuis... C'est un travail de 5 ans, quoi. C'est un travail de 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on se donne. Ça fait 5 ans qu'on se challenge. Ça fait 5 ans qu'on mange des gifles au quotidien. Qu'on vienne me prendre, comme je te l'ai dit, qu'on vienne me prendre de cours sur un sujet. Alors justement... Après, je ne suis pas hautain. Je dis, on va me prendre de cours sur des sujets que je n'ai pas encore rencontrés. Ouais. Mais en tout cas, sur le safran, on ne peut pas me prendre, tu vois, de cours. Comme je t'ai dit, j'ai préparé 3 petits jeux. On va en faire 2 avec toi. Allez, vas-y. Comme ça, on se les fait vite. Le premier jeu, c'est sur le monde des compléments alimentaires. Je vais te donner quelques compléments alimentaires. Tu me donnes les bénéfices qu'ils apportent. Vas-y, il va me chauffer. Bon, j'ai dit le safran, moi. J'ai dit le safran. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est des trucs plutôt classiques que tout le monde connaît. Bon. La vitamine D. Vitamine D, très bon pour le stress. On l'utilise aussi pas mal pour le stress, pour se détendre. On a besoin de certaines cures chaque année, surtout l'hiver. On en prend pas mal pendant l'hiver. Donc voilà. Ok, très bien. Le magnésium. Magnésium, très très bon aussi pour le stress. Ouais. D'ailleurs, on pense à une formule pour le magnésium et le safran, c'est excellent. C'est une formule sur laquelle on est en train de travailler. Les deux ensemble, ça pourrait être canon de fou. Ça pourrait être génial. En fait, quand tu as une fatigue physique, en fait, le magnésium, ça aide vraiment pour la fatigue physique. Et on voulait l'associer avec le safran pour la fatigue physique et mentale, tu vois. Et ça pourrait être un combo incroyable. Mais le magnésium, ça coûte peu cher. Et les gens ont l'habitude d'en trouver à 9-10 euros. Il y a plein de cures au magnésium. Tu vois, il y en a plein. Okay. Magnésium, il y a plein de bénéfices en réalité. Les probiotiques. Probiotiques, prébiotiques. Nous, on a une formule à base de prébiotiques aujourd'hui, mais les probios aussi, c'est super important. En tout cas, nous, aujourd'hui, la formule que l'on a, c'est la flore intestinale. Et l'axe, on dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Ouais. Et même pour du certains, coup, toujours le stress un peu. Ouais. Et en fait, nous, on a créé une formule sur les deux cerveaux.
quand le ventre ne va pas bien, en réalité, il y a tout le corps qui va pas bien. Donc, c'est super important. Très bien. Eh ben écoute. C'est l'un des seuls produits que je consomme chez moi. Sur les compléments alimentaires, t'es pas mal. Le deuxième jeu que j'aurais aimé faire avec toi, c'est sur les investisseurs qui veulent être mon associé. Je te donne un nom d'investisseur, tu me donnes un mot qui te vient par rapport à ce que tu as géré avec eux. Kelly Massol. Inspirant. Ok. Anthony Bourbon. Il est fort. Éric Larchevêque. Il est grand. Mais très grand. Il est grand de taille, mais pas que. Il est grand dans tous les aspects. Ok. Marc Simoncini. Expérimenté. Jean-Michel Caram. Très bon. Jean-Michel Aulas. La famille. Mais un sage. Ok. Alice Laous. Opportuniste. Opportuniste, ok. Bon, ça représente bien l'investissement. Exactement, bah oui, c'est ça. Je pense qu'elle est forte, elle sait flairer les opportunités. Et Julien Jacob. Je ne l'ai pas rencontré, donc je pourrais pas te donner. Ah, il était pas, oui, toi, en il fait, était pas parti. Tu vois, ils étaient 7. Ouais. Mais ils n'étaient pas tous là, tu vois. Marc, par exemple, Julien Jacob n'était pas là pendant mon pitch. Ok, très bien. Pour finir, mais Julien, je l'ai pas rencontré, désolé. Il n'y a pas de souci. Pour finir, deux choses. Donc, vous avez levé vos 600 000. Ils vont vous servir à quoi dans le futur? C'est quoi le futur de Naali? Ce que vous aimeriez, vos rêves, vos envies? Nous, tu vois, on n'est pas allé sur le plateau pour aller chercher de l'argent. C'était pas notre objectif. Parce qu'on avait une boîte qui tournait très bien. Et même si on avait des difficultés financières, vous aviez déjà une levée en plus. On avait déjà une levée. On n'avait pas non plus énormément de cash, mais on avait de quoi faire, tu vois. Il faut lever quand tu sais quel besoin tu as, mais tu élèves aussi au bon moment. Tu lèves pas quand tu as besoin de l'argent. Ça, c'est important parce que des fois, si tu vas lever quand tu en as besoin, tout le monde sait que tu en as besoin et donc on va te mettre le couteau sous la gorge. Et donc, il faut lever quand tu n'en as pas besoin, justement. Mais bon, nous, on est allé chercher plutôt des compétences plus que de l'argent. Mais je pense que cet argent, en tout cas, l'intention qu'on a mis dans cette levée, c'est d'avoir des personnes qui nous accompagnent sur les sujets propriété intellectuelle, sur le sujet plateforme vert. Kelly, elle vient de rien, elle vient d'en bas et elle a tout construit. Aujourd'hui, elle a quand même une belle carrière, donc elle peut nous aider là-dessus. Jean-Michel Aulas aussi, casser les plafonds de verre. Jean-Michel Carême, vraiment sur la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est les 3 compétences qu'on est allé chercher. Et leur argent nous permet d'investir notamment sur... on a un programme R&D qui est fort, avec des brevets à déposer, des études cliniques à développer. Et donc ça nécessite des centaines de milliers d'argent, en fait, d'euros, je veux dire. Donc, c'est les sujets principaux. Et le 3e, c'est d'investir dans la pharmacie. On accélère énormément sur le marché de la pharma. Et la pharma, ça coûte très cher. Donc, et on y croit, donc on investit. Et pourquoi à ce point la pharma comparé au e-commerce? Quand tu regardes le marché, les gens font confiance à leurs pharmaciens. 50% des compléments alimentaires vendus en France sont vendus en pharmacie. C'est le plus gros marché, tandis que le e-com, c'est 20%. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une grosse croissance des e-com sur le marché du complément alimentaire, mais c'est rien par rapport à ce qui se fait en pharmacie. Et ça, on a du mal à le croire, mais en réalité, le marché se fait en pharmacie. C'est pour ça que vous avez autant de trucs sur la pharmacie. Votre com tourne autour aussi beaucoup de la pharmacie. Aujourd'hui, c'est ça. On a accéléré. On est toujours plus en e-com qu'en pharma, parce que ça prend plus de temps la pharma. Et le e-com, c'est ce qu'on maîtrise. En termes de chiffre d'affaires, tu veux dire? Ah ouais, c'est aujourd'hui, cette année, en tout cas, c'est 70% e-com, 30% pharma, tu vois. Okay. C'est toujours un déséquilibre. Mais l'idée, c'est de creuser. L'année dernière, c'était 90% e-com, 10% pharma. Tu vois, donc on crante. Et sur l'e-com, l'international, c'est un objectif à un moment ou à un autre? Ouais. Là, cette année, ça fait partie de nos objectifs stratégiques. Ouais. D'où Jean-Michel Caram aussi. D'où Jean-Michel Caram. C'est d'aller chercher l'international en 2026. Et tu connais l'e-com, tu vois. Tu vois, il y a très peu de marques qui font 20 millions en France. Les audiences, surtout l'audience en e-com de compléments alimentaires, elles sont on les aura essorées en fait quand on aura atteint 20 millions. Et c'est ce qui va se faire cette année. Ouais. Donc si tu veux continuer une croissance, il faut aller ailleurs, tu vois. Parce que le marché français du complément alimentaire, en tout cas, c'est l'un des plus petits marchés en Europe. Donc en fait, là, on a peut-être réussi sur le plus petit marché, mais il va falloir se confronter à des plus gros marchés. Super. Écoute, on arrive à peu près au temps où tu dois partir. J'ai une dernière question qui est une question commune pour les invités que j'aurai dans le futur. Parce que moi, il y a une notion qui me plaît vraiment, c'est la culture de la différence. Pour toi, quelle place ça prend la culture de la différence dans Naali? Qu'est-ce qui fait que toi et ton associé, vous avez réussi avec ce produit et que d'autres personnes qui lancent exactement le même produit à base de safran n'auraient pas réussi? C'est simple. C'est un truc qui est bien réfléchi chez nous. Et on le répète assez souvent, donc c'est assez simple pour moi de te répondre.
Et en fait, c'est vraiment très, on va dire, assez philosophique, tu sais. Tu sais, à l'heure où même dans la société, de manière générale, où on pointe les différences du doigt en disant que c'est ça le problème, en réalité, nous, chez Naali, on a essayé de lier les différences les unes aux autres. Et quand tu lies les différences les unes aux autres, ça devient une force. Mais quelle force, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ça la force de Naali. Entre Abder et moi, entre mes associés et moi, on a des différences énormes. Et dans la société aussi, dans la diversité en fait de notre recrutement. Et tous ceux qui viennent autour de nous et qui nous voient et qui viennent se poser avec nous, ils comprennent que la force de Naali, c'est nos différences. Puis, mais il y a cette idée quand même de culture. Vous avez des cultures qui sont quand même différentes. On est complètement. Celle d'Abder, je pense que ça vient lui donner aussi c'est un Perse, c'est loin. Mais c'est ça. Et puis, j'ai toujours vu les personnes qui viennent du Liban, qui viennent d'Afghanistan, ce genre de choses. Quand ils arrivent en France, ils ont la dalle. Ah, mais grave. Et il y a une sorte de revanche un peu sur la vie à prendre à ce moment-là. Et je pense que ça vous inspire. Et ça nous inspire. Mais même, tu vois, dans mon équipe, quand je me balade, c'est vrai qu'avec Abder, on est différents. Mais même dans notre équipe, en fait, on a de tout. On a de toutes les nationalités, de toutes les origines dans ma boîte. J'ai des Comores, Portugal, Espagne, Italie, mais j'ai de tout. De l'Afghanistan, au Maroc, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça la France, tu vois. Et de pouvoir le vivre, tu vois, dans ma boîte, mais c'est incroyable. Et ça me fait kiffer, tu vois, au quotidien. Super. Donc, la différence, il faut la lier les unes aux autres et ça devient une force. Et félicitations déjà pour tout ça, Nadir. C'était hyper inspirant, super. Merci d'être venu pour ce premier épisode, c'était génial. J'annonce comme ça, parce que tu as dit que tu étais OK pour ça. On va faire un jeu concours. Ah oui. Donc, vous pouvez gagner un pack avec anti-stress, collagène et cheveux. Donc 3 produits. C'est un super cadeau que tu nous fais. Exact. Et je pense que ça ravira la personne qui gagne. Donc merci beaucoup pour ça aussi. Ouais. Et puis je te libère. Allez, merci à toi. Allez, super, merci mec.